Soit je passe et je dédie ma vie à aider les gens, soit à leur vendre des produits dont ils n'ont pas besoin, et je suis plutôt parti sur la partie santé. Bienvenue dans Minds and Machines, le rendez-vous de la technologie au service de la santé mentale. Animé par Arnaud Bressot, développeur IA et passionné de psychologie. Rejoignez-nous à chaque épisode pour découvrir des innovations, des spécialistes et des histoires inspirantes. Aujourd'hui, un épisode avec David Labrosse, fondateur de Tricky, une solution pour comprendre et renforcer le collectif dans les entreprises. Aujourd'hui, on va parler de pourquoi la prévention c'est ringard et de la gamification dans le domaine de la santé. Bonjour David, bienvenue dans le podcast. Est-ce que tu peux un peu te présenter à nos auditeurs ? Salut Arnaud, je m'appelle David Labrosse, ravi d'être avec toi pendant ce podcast. De formation, je suis médecin, j'ai eu un parcours assez dynamique pendant ma phase d'externat en médecine, et puis j'ai fait un internat en santé publique pour me spécialiser sur les sujets autour de la psychologie comportementale. Et aujourd'hui, ça fait un peu plus de 6 ans que j'ai monté et que je dirige l'entreprise Tricky. Ok, et qu'est-ce qui t'a conduit du coup à faire de la santé à la base ? C'est un long sujet. J'ai été passionné de plein de choses quand j'étais encore au lycée, au collège. Et je pense que j'ai toujours eu une appétence pour le business, la vente, la partie plutôt commerciale, plus que marketing. Et en terminale, je me suis fait une réflexion un peu stupide du style soit je passe et je dédie ma vie à aider les gens, soit à leur vendre des produits dont ils n'ont pas besoin, et je suis plutôt parti sur la partie santé. Moi, ça a été un peu comme une évidence dans le sens où j'ai toujours aimé les sciences, le- la biologie, la SVT. C'est des matières où c'était assez intuitif pour moi, c'est logique. Et je pense que j'ai une éducation aussi de mes parents très axée autour de l'écoute, du partage. On reparlera des compétences psychosociales, mais je pense que l'héritage de mon éducation, elle est principalement là-dessus. Je suis issu d'une famille d'immigrés espagnols pour 50% de mon patrimoine génétique, et puis de l'autre d'agriculteurs. Je pense pas avoir eu de facilité pour réussir des études sur l'instruction, sur l'apprentissage. Ils m'ont toujours accompagné, et je suis hyper redevable parce que j'ai eu des parents derrière moi pour me pousser, mais on m'a dit si t'as pas la moyenne ou t'as pas 12, tu passes pas dans le secondaire, etc. Donc on m'a jamais forcé en fait à l'exécution de mon parcours et l'éducation que j'ai eue. On m'a dit si tu fais tes preuves et que tu crantes, ben, on t'accompagnera. Par contre, on m'a mis un bagage en matière de compétences psychosociales qui aujourd'hui pour moi est la plus grosse des valeurs, et à l'heure de l'intelligence artificielle, c'est probablement les compétences les plus importantes pour avoir une vie heureuse. Et une vie heureuse, c'est pas forcément faire de grandes études, hein. Et ça, cet héritage, je pense qu'il m'a assez naturellement amené vers les sciences médicales, enfin la médecine, parce que dans les compétences psychosociales, tu as évidemment le mot social, et le rapport à l'autre est toujours quelque chose qui m'a passionné. Et c'est en fait par extension quelque chose qu'on retrouve dans le business, dans le côté commercial. Et c'est pas anodin finalement que mon cœur balancé entre le business et la médecine. Et je pense que tout au long de ce podcast, on aura le temps de discuter de ces sujets-là, qui sont éminemment en interaction tous les deux, finalement. Ok, tout à fait. Ouais, c'est intéressant de voir le parcours qui t'a emmené à ça et qui fait du coup aujourd'hui tu as développé ta boîte, puisque du coup business et santé c'était les deux trucs qui te passionnaient, qui te motivaient. Et du coup, est-ce que tu peux nous en parler un peu de ta boîte justement ? Écoute, Tricky, c'est une longue expérience d'apprentissage sur, je pense, une des choses les plus compliquées à vendre, c'est de la prévention. Moi, mon constat, au départ, il était relativement simple. J'ai eu l'occasion de faire ma thèse sur la gamification en santé, avec un postulat qui était simple, c'était de se dire pourquoi une société qui vend un produit qui fondamentalement réduit ton capital santé, je pense à Coca, McDo, Philippe Morris, enfin je pourrais en citer une centaine d'entreprises comme ça, pourquoi ces boîtes-là, alors que la mission de cette entreprise, en tout cas la proposition de valeur de leurs produits, impacte négativement ta santé, pourquoi ils ont beaucoup plus de facilité à vendre leurs produits que des personnes qui te vendent de la prévention et une amélioration de ton capital santé, alors que fondamentalement, il y en a un qui est intuitif, si tu es rationnel,
et l'autre qui devrait juste être évitable ou voire pas exister en réalité. Et c'est là où je me dis, en 2017 et un peu avant, il y a quelque chose qui cloche dans notre cerveau, tout un tas de biais cognitifs qui probablement sont habilement utilisés par un grand nombre de sociétés et qui t'amènent à avoir des comportements probablement à l'opposé de ce qu'on devrait avoir. Et alors qu'on a probablement les meilleurs chercheurs, on a la communauté scientifique la plus impressionnante en santé, on n'arrive pas à utiliser les mêmes leviers psychocomportementaux que ces entreprises-là. Et ça, pour moi, je le vis d'emblée comme quelque chose de pas normal en réalité, parce que tout devrait être fait à l'inverse en réalité. Et je pense que le monde en 2024 commence à se réveiller et à prendre conscience que ces entreprises ne devraient probablement pas exister. Et, et voilà. Et en 2017, c'est un peu un coup de gueule parce que je sors d'un externat compliqué avec le décès de ma mère d'un cancer du poumon, le message de prévention complètement défaillant. Rien ne te pousse à conscientiser, à développer ton pouvoir d'agir pour pouvoir réduire des comportements à risque qui amènent à des pathologies qui sont complètement évitables. Et cette entreprise, pour moi, c'est un petit peu comme une revanche sur la vie, quoi. C'est de se dire finalement comment je peux donner des clés de lecture à la population générale pour prendre les bonnes décisions et faire en sorte que le pouvoir d'agir se transforme en changement de comportement pour pouvoir réduire ces comportements à risque. Et c'est comme ça que l'entreprise se crée avec un momentum, et c'est souvent comme ça, où ma conjointe me dit tiens, David, j'ai réservé un escape game avec la famille, et puis on part comme ça à Lyon, passer 1 heure de kiff en famille, on s'éclate. Et je sors de ce truc-là, et moi j'étais passionné de gamification, de levier psychocomportemental, et je me dis mais en fait, on a l'outil universel. Et quand tu regardes les taux de pénétration des escape games en population à ce moment-là, plein de sorts, ça marche de partout sur tout type de population. Or, tu sais comme moi que le joueur d'échecs, c'est pas le joueur de poker, c'est pas le joueur de Playmobil quand t'es gamin ou le joueur de Lego. On va avoir des sortes de patterns psychologiques qui font que tu vas avoir une appétence sur un game design. Et là, 95% de la population, l'escape game fonctionne, quoi. Et donc, je me dis, est-ce qu'on n'a pas l'environnement propice à générer un engagement sur lequel on va pouvoir recréer une dynamique et une perception autour d'une émotion positive qu'est la joie, pour pouvoir capitaliser sur cette expérience et faire passer des messages. Et donc je retourne voir mon patron de thèse à l'époque, Christophe Souriau, et je lui dis écoute, j'ai une idée, j'ai envie de faire ça, 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 est-ce que c'est ok? Et il me dit bah écoute, je comprends pas ce que tu me racontes, mais vas-y. Et là, en 2017, on est les premiers au monde à créer le concept d'escape game pour faire de la prévention santé avec les termes, et je développe une méthode pour encapsuler dans un environnement immersif euh, des concepts de prévention et développer une méthodologie d'évaluation, ce qui est vraiment le point le plus important, parce que tu peux avoir une volonté de créer une solution de prévention, mais quid de la reproductibilité, quid de la mise en application, du déploiement, est-ce que c'est... Voilà. Et c'est comme ça que la boîte se crée en 2017. Elle évolue pendant 6 ans. Et on scale pas. La boîte est rentable. On grandit un peu, mais on scale pas, quoi. Et il y a 6 mois de ça, je mets un arrêt parce que je me rends compte que... Et tout ça s'entrecroise finalement. Mais en tant que médecin, là où tu t'oublies d'un point de vue business, c'est que tu penses, ou tu passes le clair de ton temps à imaginer que le problème de ton client, c'est toi qui le connais. Et le problème de ton client, en médecine, il est évident, c'est que tu diminues son capital santé. Et donc, si son capital santé diminue, toi, tu veux trouver une solution pour l'améliorer, quoi. C'est assez intuitif. Après tout, tu as fait médecine. Ton job, c'est de soigner les gens, de trouver des solutions pour qu'ils soient en bonne santé. Donc, c'est ça le problème. Et c'est là où est l'écueil. Et il y a un paradoxe quand tu vends de la prévention, c'est que le problème, c'est pas la dégradation de l'état de santé. Et ça, c'est complètement contre-intuitif. Et c'est le truc qu'on comprend il y a 6 mois, où on pivote. Peut-être un truc qui est important de préciser, c'est que du coup, quand on se lance dans le business en étant scientifique, du coup avec des méthodes très scientifiques, notamment dues à la thèse, le fait de faire du business, c'est très différent. Et il y a un déclic à faire qui, du coup, toi, c'était il y a 6 mois. Mais c'est vraiment pas évident de se rendre compte que même si ce qu'on fait est bien, fondamentalement,
bah, les gens vont pas le percevoir comme ça, ils vont pas acheter la solution, même si ça les aide du coup dans leur capital Bah, santé. Et du coup, c'est ça que ça t'a permis de comprendre ouais, il y a 6 mois, en c'est fait, ça? le truc qui est incroyable, c'est que tu crées une solution qui, d'un seul coup, est attractive. Tu arrives dans une dynamique il y a une petite dizaine d'années où tout de suite, tu mettais du ludique sur de la prévention, les gens disaient, ouais, c'est cool, t'as une application, trop bien, enfin, peu importe la méthode, peu importe la méthode, fondamentalement, c'était ça. Là, tu arrives avec quelque chose de nouveau, Escape Game Santé, on n'entend pas parler, on est les premiers, donc les gens achètent, tu coproduis avec des grandes institutions comme la CARSAT, la CNAM, l'État, etc. Donc c'est absolument génial. Et dans le même temps, parce que ton produit est ludique et attractif, tu oublies en réalité ce que tu vends. Et ce que tu vends, c'est certainement pas en fait l'amélioration du capital santé. Évidemment que toi, c'est ta mission en tant qu'entreprise. Mais l'acheteur, c'est pas ce qu'il achète en réalité. Et à ce moment-là, ce qu'il achète, c'est du ludique, c'est du festif. Mais bon, vu que ça génère du cash, tu dis bah c'est cool parce que finalement, ton modèle il fonctionne, tu as un modèle économique, etc. Mais vendre du ludique, vendre de l'escape game, pendant 6 ans, c'est cool, mais en réalité, ça te fait pas une entreprise qui scale. Pourquoi? Parce que quand tu vends du ludique, tu achètes de l'éphémère. Donc une entreprise, elle peut tout à fait se dire, ouais, bah, je coupe les budgets, j'ai plus de moyens, ou du ludique A pour du ludique B, même si c'est un peu scientifique, au final, je préfère le ludique A, parce qu'au moins c'est peut-être moins cher, etc. Et en fait, tu te trompes de positionnement. Et si toi, tu dis, et tu renforces ta thèse en disant, oui, mais moi, je suis là pour réduire votre absentéisme, regardez, j'ai les preuves, j'ai démontré, etc. C'est là où tu heurtes un mur et tu te dis, mais pourquoi je vends pas? Pourquoi? Je lui explique par A plus B qu'on a une proposition de différenciation qui est unique, euh, parce que ton acheteur, c'est pas ce qu'il achète. C'est pas ça qu'il achète, c'est pas la réduction de son absentéisme. T'as même des boîtes, c'est terrible de dire ça, mais elles sont contentes d'avoir de l'absentéisme parce qu'en fait, elles ont une réduction de charge. Donc, si tu veux, en fait, la question, c'est finalement, qu'est-ce qu'il achèterait réellement, en fait? Ton entreprise, en l'occurrence. Et c'est là où, il y a 6 mois, on met un coup d'arrêt et on essaie de comprendre vraiment, depuis 6 ans, sur le marché sur lequel on évolue, quelle est notre proposition de valeur, comment les gens nous perçoivent, quel est vraiment le problème auquel on répond, où est-ce qu'ils voient la valeur dans notre solution. Et c'est là où on fait un pivot complet, où pendant 6 ans, on développe de la mécatronique avec des meubles connectés, des escape games et des environnements immersifs. Et on se dit, bah, en fait, non, c'est pas un vendeur de meubles. T'as des devis ou t'as des frais de transport, etc. Bah non, on n'est pas une société de déménagement, tu vois, qui installe, etc. Et c'est là où on se repositionne. En fait, non, notre métier, c'est le change. C'est-à-dire, on a un protocole qu'on a validé, sur lequel on a des études, exposé, non exposé, de la publication, etc. Et ce protocole-là, c'est le fait que l'état psychologique qui est subjectif d'un individu, à l'état A, on l'amène à l'état B, qui est un état de moindre subjectivité, où je permets à une entreprise de comprendre quels sont les ressorts psychologiques et comportementaux de son équipe pour mettre en place le plan d'action qui va permettre d'avoir du résultat. Et c'est ça qu'on fait. Et le moyen de le faire, et c'est là où il ne faut pas inverser le why et le what, tu vois, quelque part, c'est de se dire que le moyen par lequel on réussit cette mission, c'est qu'on conditionne les individus à l'ouverture de leur chakra, à comprendre, à avoir un temps d'arrêt et de se dire, ok, je peux changer ma perception des choses. Et c'est ça qui est important. Et l'écueil, je pense, c'était de confondre la façon dont tu le fais pour ton client et pourquoi tu le fais pour ton client. Et ça, c'est des choses qui sont complètement différentes. Et aussi pourquoi tu le fais pour toi en tant qu'entreprise. Nous, ça n'a jamais changé. Notre mission, elle a toujours été de prendre soin de la population et de permettre à la population de prendre soin des autres. Ça, c'est notre mission, c'est notre engagement et il ne changera jamais. Mais ton marketing pour pouvoir répondre aux besoins de ton client, c'est pas le même. Et ce qu'on vend aujourd'hui, c'est la performance, c'est la prise de décision rationnelle, c'est d'accompagner les managers à prendre voilà, les bonnes décisions, remotiver les équipes, parce qu'il n'y a pas de productivité dans une entreprise s'ils ne sont pas sains et il n'y a pas de population saine. Alors, tu as des populations saines qui peuvent être non performantes, ça c'est sûr. Mais c'est un prérequis pour qu'une entreprise ait de la compétitivité et de la croissance, soit managée de façon rationnelle. Et c'est ça, finalement, le besoin qu'on identifie, auquel on répond pour nos clients aujourd'hui. Donc, l'histoire a été longue, semée d'embûches, mais d'apprentissage. Et aujourd'hui, on commence à toucher du doigt vraiment notre market fit avec le marché, quoi. Oh, ok. Et du coup, toi, comment tu te sens par rapport à ça sur le fait que ton objectif au début, c'était d'augmenter du coup le capital santé des gens par la psychologie?
et que finalement tu vends des expériences à des entreprises pour qu'ils aient un meilleur management. Comment est-ce que tu fais ce parallèle et est-ce que toi ça résonne en toi ça ou pas? En fait, ouais, la question est hyper bonne parce que euh, je pense que le fond du sujet, c'est de pas s'oublier. Pourquoi on se lève le matin? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que je... Tu vois, j'allais dire, t'as 7 heures par jour, mais tu vois, en tant que dirigeant, malheureusement, c'est pas bien, on travaille pas 7 heures, hein. Ça s'appelle le temps de repos. Si t'es pas dans ta dissonance cognitive, c'est-à-dire que t'as une sorte de volonté interne qui est ton schéma de valeur, tout ce qui te motive, intrinsèquement et même extrinsèquement d'une certaine façon, parce que tu renvoies une image, t'es fier de l'image que tu renvoies aux gens, ces gens qui te connaissent, etc. Et tes gestes, ton comportement, ta façon d'exécuter tes missions dans la journée, sont alignés, je pense que tu le vis bien. Par contre, si tu te commences à te rendre compte que ce qui t'anime au fond de toi ne se retranscrit pas dans ta façon d'opérer au quotidien, c'est là où tu vas avoir un état psychologique qui va se dégrader. Tu peux difficilement être efficace dans ce que tu fais, ou je pense que ça dure qu'un temps. Et aujourd'hui, on intègre, quand moi j'explique à mon équipe d'où on part et où on va, et que les gens te comprennent, que toi, ça te semble évident, c'est pas un sujet. Par contre, ça demande de repenser la finalité et le moyen. Et c'est ça que j'essayais d'expliquer peut-être de façon un peu confuse juste avant, c'est qu'il y a une inversion entre le moyen et la finalité. Notre finalité à nous n'a pas changé, d'accord? Et on a créé un moyen qui est pour nous un moyen, mais pour le client une finalité. Et c'est ça le sujet, tu vois, qui nous permet d'arriver à nous, voilà, notre mission, notre raison d'être. Et ça demande de la pédagogie, intrapersonnelle et interpersonnelle. Mais une fois que les gens comprennent pourquoi, c'est fine, tu vois. Et je pense que tu peux transposer ça sur le modèle de Tesla. Tesla, peut-être que la finalité, c'est un monde plus écologique, sur lequel on diminue l'impact environnemental. Le moyen pour y arriver, c'est qu'il a fallu rendre cool le fait de voyager avec un véhicule électrique, alors que pendant des années, des décennies, le moteur, c'était quelque chose, voilà, plein de testostérone, un truc incroyable, voilà. Et donc, tu as toute une espèce de croyance relative au véhicule qu'il faut déconstruire pour faire apparaître une technologie qui peut être vue comme superficielle, non intéressante, pas dans le schéma de valeur des individus. Et donc, ça veut dire que, tu vois, une marque comme Tesla, eh ben, elle doit trouver des éléments marketing pour rendre cool ce produit. Et c'est pas la finalité pour eux. La finalité, c'est un monde plus vert, tu vois. Je ne vais pas débattre si c'est vrai, si c'est faux chez Tesla, on s'en fiche, c'est pas le sujet. Mais il faut bien comprendre que d'un point de vue marketing, ils créent une sorte d'hameçon pour répondre à leur thèse à eux. Mais à aucun moment, si tu veux, ça devient l'argument. Ce qui est cool, c'est de te dire ton véhicule il va hyper vite, il est hyper autonome, il est hyper classe, il est hyper tendance, et c'est tous les 4 sub-kilos. Mais l'histoire, elle a marché. Et c'est ça qui est quand même incroyable, tu vois. Et c'est pour ça que tout n'est que marketing, et même en santé. Et moi, je me souviens de chef qui me disait, mais David, la santé, c'est pas du marketing, c'est pas bien. Mais toi, on t'endoctrine, tu vois, dans ce concept-là. Or, fondamentalement, si tu veux lever des foules, que tu aies des populations qui rentrent dans une directive et changent leur comportement, c'est que du marketing. Alors, ça, c'est un sujet dont on va un peu parler après. Mais d'abord, j'ai une question très pratico-pratique. Les gens, du coup, qui participent aux escape games de Tricky, comment ça se passe concrètement? Alors aujourd'hui, et donc tu le verras sur notre site, on parle plus d'escape game, on a changé vraiment la sémantique, on parle de protocole. Nos protocoles, ils sont standards au départ. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qu'on va faire, c'est qu'on a développé un modèle de questionnaire qui nous permet de comprendre l'impact psycho-comportemental de l'organisation de travail sur les individus. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que toi, Arnaud, quand tu bosses dans une entreprise, les facteurs de risque environnementaux, d'accord, tes collègues, l'autonomie, la sécurité de l'emploi, etc., vont être perçus par rapport à qui tu es toi. Et moi, ma perception, bah, elle est différente. Et on ne peut pas débattre de cette perception parce que bah, elle est ce qu'elle est. La difficulté aujourd'hui, c'est de comprendre dans ton schéma de ressources, toi, comment aujourd'hui tu peux affronter cet environnement qui est plus ou moins hostile. Et en cas de difficulté d'affrontement, si je puis dire, comment ça se répercute d'un point de vue psychologique et comportemental. Et nous, notre sujet, c'est de mettre le doigt sur tous les schémas dysfonctionnels. Okay, et ça, on le fait sur l'échelle de l'entreprise en faisant passer un questionnaire. Et donc aujourd'hui, on est probablement la seule boîte en capacité de dire quel est l'impact psychocomportemental de l'environnement de travail sur l'individu. Et c'est très différent de dire j'aime mon entreprise, je m'y vois dans 3 ans. Enfin,
tu as un tas de biais sur ces enquêtes qui est absolument catastrophique. Et à la rigueur, on s'en fiche. Par contre, quant à savoir comment toi tu réagis face à l'interruption de tâche et comment moi je réagis, bah, je suis intéressé de savoir si ça résonne positivement ou négativement, si tu as une stratégie d'adaptation qui est fonctionnelle ou dysfonctionnelle, et est-ce que tu es satisfait de cette stratégie d'adaptation. Nous, ça, c'est notre métier. Et donc, je vais pouvoir dire quel est le bruit dans la tête des collaborateurs d'une entreprise, qui les désengage, qui les démotive, qui les sort de leur job, et qui, dans un schéma pathologique, les amène à être absents, en arrêt de travail pour raison de RPS, ou ce que tu veux. Ça, c'est la première étape. Une fois qu'on a fait ça, on va, sur un diagnostic qui est unique, prescrire un traitement qui est unique. Et le traitement, c'est un protocole qui permet à un manager de mettre sur la table les questions qui sont dysfonctionnelles. Si je suis manager de l'équipe de marketing, je vais avoir d'autres problèmes que le manager de l'équipe de production. Parce que, le métier est différent, les équipes sont différentes, le manager est différent, enfin bref. Tout ça sont des variables qui sont à chaque fois uniques d'une certaine façon et qui donnent une équation unique. Alors, là où ça devient intéressant, c'est que ce protocole va permettre d'avoir une forme de compréhension de ce qui est le plus important dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, c'est les compétences psychosociales. On va avoir un premier schéma d'1 heure sur lequel on va les amener à développer des outils psychocomportementaux, donc c'est-à-dire savoir-être, bien s'exprimer, bien communiquer, comprendre la gestion émotionnelle, l'assertivité, etc., etc. Donc ça, pendant 1 heure, on les engage sur des mécaniques de résolution. Et donc, on les fait faire 1 fois, 2 fois dans une dynamique de groupe. Donc, le groupe devient interdépendant, on se rend compte qu'ils réussissent de mieux en mieux. Donc, on va développer la mécanique de récompense. Donc, on les amène à être conditionnés dans une stratégie de résolution. Et une fois qu'on a fini cette heure-là, où ils sont montés en compétences, leur CPS, compétences psychosociales, paf, on les fait parler. Et là, c'est très différent de ce qui se passe à la machine à café. Quand tu es manager, tu sais que tes équipes vont boire le café, elles vont avoir des temps informels, elles crèvent l'abcès, elles retournent dans leur poste, il ne s'est rien passé. Juste, ça leur a fait du bien. Ben là, c'est comme chez le psychologue, on va les amener à avoir un schéma de pensée, accès résolution de la problématique, et on le fait dans une dynamique de groupe. Et le groupe est hyper important, parce que dans une entreprise, c'est du collectif. Et une des clés de lecture, c'est de se comprendre les uns et les autres. Et de comprendre que toi, Arnaud, l'interruption de tâche va résonner différemment que chez moi, et j'ai pas apporté de jugement de valeur sur le fait que toi, c'est ça de la joie et moi de la colère. On doit se comprendre. Et donc, on va amener l'équipe à cranter sur les questions qui sont dysfonctionnelles et qu'on avait auditées préalablement, et on va leur donner des leviers d'action. Et ces leviers d'action, ils sont validés par l'entreprise pour amener une mécanique de résolution qui est actionnable par l'entreprise. Et c'est là la clé. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, une boîte, elle recueille des difficultés, elle recueille des besoins, mais elle n'estime pas si les besoins qu'elle va recueillir, elle est en capacité de les mettre en action derrière. Et c'est ce qu'on va appeler l'injonction paradoxale, c'est-à-dire, toi tu vas me dire, Arnaud, moi l'interruption de tâche, ça me saoule, je voudrais avoir de la déconnexion, ok. Et si ton manager il est contre la déconnexion, tu fais comment ? Petite pause pour vous demander de laisser un avis si le podcast vous plaît et suggérez-moi des invités en commentaire pour de futurs épisodes. Ça m'aide vraiment. On reprend. Ok, du coup, c'est là où vous intervenez, vous discutez avec l'entreprise de ce qu'elle peut mettre en place pour, du coup, permettre à tous les parties d'être bien dans cette communauté. C'est ça. En fait, on prépare le terrain pour que le manager il ait déjà les leviers d'action qui potentiellement vont être validés par ses collaborateurs. Et on va lui restituer un Pareto qui fait que tu vas faire comprendre que 80% des collaborateurs sur tel schéma dysfonctionnel, ils ont tel besoin. Et toi, en tant que manager, il faut que tu crantes là-dessus. Si tu veux rapidement transformer les émotions négatives et les comportements dysfonctionnels en émotions positives et en engagement et en motivation, eh bien, tu n'as pas 40 solutions, tu as 2 leviers d'action sur une question sur lequel il va falloir que tu sois bon. Et tu es attendu. Dans le même temps, on va accompagner l'individu, donc chaque salarié, à cranter sur du pouvoir d'agir, sur des leviers sur lesquels ils se sentent efficaces pour pouvoir réussir des petites habitudes au quotidien. Et le manager le sait aussi, alors c'est anonymisé en totalité, on récupère à aucun moment nom, prénom, mail, données pseudo-anonymisées d'ailleurs, et lui va pouvoir regarder la masse de ses collaborateurs et se dire, moi je sais que les gars ils m'ont dit qu'ils allaient prioriser leurs tâches, donc je vais être attentif là-dessus. Et même si c'est pas ce qu'ils attendent de moi, je vais peut-être aussi, en tant que manager, peut-être leur donner des inputs pour améliorer cette tâche-là qu'ils ont dit qu'ils allaient cranter dessus. Tu vois. Ok, je vois, c'est un peu plus clair. Ok, c'est un peu plus clair. Donc les entreprises viennent te voir quand elles sentent qu'elles ont un problème entre guillemets avec leur équipe. Et du coup, toi, tu viens et à partir d'un questionnaire et de beaucoup de discussions, via du coup le protocole que tu m'as décrit, vous arrivez à identifier quels sont les problèmes et les leviers d'action pour l'entreprise
pour les résoudre et du coup que l'entreprise soit en meilleure santé, entre guillemets. Exactement. C'est clairement le sujet que on traite pour les entreprises clientes de Tricky. Après, quant à savoir si elles viennent quand elles ont un problème ou quand elles n'ont pas encore de problème, c'est tout le sujet de la prévention. Ok, bah justement, tu me parlais quand on a préparé du coup cette interview que une des missions de Tricky, c'était de changer le monde de la prévention. Est-ce que du coup tu peux parler un peu plus de ça, même si tu as déjà un peu abordé le sujet? Je pense que le premier écueil de la prévention, c'est parler de prévention. Ça fait très Fight Club. Première règle du Fight Club, ne parlez pas du Fight Club. Ouais, mais pourquoi? Tout simplement pourquoi? Parce que tu as une sorte d'ancrage ou un biais d'amorçage dans toute la tête des chefs d'entreprise. Je te prends un exemple très concret. En santé publique, la prévention primaire, c'est une population saine. Ok. Prévention secondaire, c'est une population sur laquelle tu vas avoir un repérage d'une pathologie et puis tu vas réduire l'aggravation de cette pathologie. Et après, prévention tertiaire, je vais rentrer dans le sujet, on s'en fiche. C'est vrai qu'on s'en fiche, mais c'est pas le fond de mon exemple. En santé au travail, la prévention primaire, c'est la prévention de l'organisation de travail. C'est-à-dire que pour ne pas observer de pathologie ou de sinistralité, on va prévenir l'environnement de travail. Et ça, tu vois, c'est un parti pris. C'est un parti pris qui se repose sur des aspects réglementaires. Derrière, il y a du droit pénal, le droit du travail, qui fait que l'employeur porte une responsabilité, en tant que chef d'entreprise, d'organiser le travail pour qu'il soit le plus affordant, le plus vertueux, positif possible. Alors ça, c'est intéressant une fois qu'on a dit ça. Pourquoi? Parce que, imaginons que tu es chef d'entreprise, on te dit, quoi qu'il arrive, tu peux faire mal les choses. Moi, je connais pas une boîte qui commence une promesse par du négatif, tu vois. Le sujet, c'est de se dire, finalement, que quand on comprend ce qu'est la santé au travail, la prévention au travail, c'est du dialogue social. Tu as deux écosystèmes qui se rencontrent. L'individu et le collectif avec l'organisation telle qu'elle est de l'entreprise. Et la clé de la résolution, c'est le dialogue social. Or, on te dit, c'est ce qu'on croit. Nous, on croit que la clé de la résolution, c'est le dialogue social. Or, on te dit, en tant que chef d'entreprise, bah non. Le premier problème, c'est ton entreprise. Ou la solution, hein, d'ailleurs. Et ça, en fait, tu vois bien que c'est complètement antithétique avec une définition en santé publique, où on te dit, bah, la définition en santé publique, c'est que la population est saine. Alors, quand on se dit comment on transforme la prévention, et quand je dis, bah, il ne faut plus parler de prévention, c'est-à-dire qu'il faut parler d'autre chose. Et quand tu regardes la prévention, aujourd'hui, si tu prends par exemple, c'est un momentum politique, mais quand tu regardes un gouvernement, la prévention, elle est omniprésente, quel que soit le ministère en réalité. La façon de construire un bâtiment où tu vas mettre des ascenseurs qui sont éclairés en disant ouais, prenez des ascenseurs, c'est vachement bien, alors qu'on sait que la première cause de mortalité, c'est la sédentarité, et qu'on devrait peut-être mettre en éclairage les escaliers pour que les gens soient un petit peu plus dans la mobilité, dans l'activité physique. Premier écueil. Tu prends l'éducation nationale, je parlais des compétences psychosociales, c'est le premier sujet. Quand on transforme l'instruction nationale en éducation nationale et qu'on te dit qu'on va éduquer tes enfants, il y a un écueil de sémantique qui est majeur. Aujourd'hui, dans l'éducation nationale, le premier sujet, ce serait comment je fais des cerveaux qui réfléchissent bien, qui pensent bien, qui développent des compétences sociales pertinentes, quoi, utiles. Et encore plus avec la technologie qui arrive, comme je disais. Et ça, tu peux le mettre sur n'importe quelle fonction régalienne ou n'importe quelle décision politique. Donc la prévention, elle est omniprésente. Mais parce qu'on parle de prévention, on va rendre un sujet qui est fondamental comme un sujet qui est anxiogène, culpabilisant, complexe, sans impact. Tu vois. Et ça manque d'intuitivité en réalité. Ça devrait être complètement intrinsèque à tout processus. Comme aujourd'hui, tu te dis, bah tiens, pour des raisons environnementales, je ne peux pas avoir tel projet sans intégrer ce sujet-là. Là, en fait, la prévention, elle devrait être omniprésente. Et au même titre que tu défends un capital environnemental, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les ressources, on sait, elles sont épuisables. On sait qu'il y a une date de péremption à la fin, et que si tu n'as pas une démarche vertueuse, tu vas accélérer cet effet de date. En fait, l'état de santé d'une population, c'est la même chose. Tu vas user ta population si tu n'as pas une démarche de prévention. Et cette démarche de prévention, elle ne devrait pas être une démarche de prévention en tant que telle. Elle devrait être une démarche citoyenne, elle devrait être une démarche politique, elle devrait être une démarche économique qui devrait être intrinsèque à toute démarche. Et ça, c'est un changement de paradigme majeur parce qu'en fait, dans l'économie, ce n'est pas des indicateurs financiers, c'est des indicateurs qui sont donc non financiers.
qu'on commence à avoir avec les ESG, etc. Mais en fait, qui amène l'individu à comprendre qu'il n'aura d'impact dans le système que s'il intègre dans son équation de départ, dans son modèle économique, dans tout ça, la notion de prévention, qu'on pourrait appeler évidemment différemment. Mais c'est comment je vis dans un environnement sain, qui est un peu One Health, hein, c'est l'environnement, la santé animale, la santé humaine, etc. Et ça, c'est un monde vertueux, et il faut le changer. Je me permets de te couper, histoire de vérifier que je comprends bien ce que tu dis. Donc aujourd'hui, la prévention, c'est quelque chose qui est vu d'un point de vue extérieur, et l'idée serait plutôt de l'intégrer dans les individus et dans les projets, dans les entreprises, de manière intrinsèque. Et que ce soit pas un truc en plus, c'est que ce soit un truc, une brique de base finalement de l'organisation. Ouais, mais ça demande plein de choses. Si tu veux, aujourd'hui, les gens agissent, pourquoi? Parce qu'il y a du réglementaire. Moi, je connais pas d'entrepreneurs. Alors, il y a très très peu d'entrepreneurs aujourd'hui, ou de chefs d'entreprise qui agissent intrinsèquement. Alors, c'est pour ça qu'on crée des entreprises à mission, on revient sur des cultures fortes, etc. Et fondamentalement, quand tu expliques à une entreprise qu'il va falloir mettre une démarche de prévention et qu'elle t'explique que j'ai pas le temps, mais qu'elle le fait pour le risque incendie, en sachant qu'il y a beaucoup moins de départs de feu que de risques psychosociaux dans une entreprise, ça me fait doucement rire. Tu vois. Alors, elle arrive à s'organiser pour faire de la formation incendie, mais elle peut pas s'organiser pour avoir une solution à impact sur les risques psychosociaux, les troubles musculo-squelettiques, ou ce que tu veux, quoi. C'est quand même, c'est risible, la situation. Donc, le réglementaire fait bouger les choses, ou l'économie, se dire, bah, tiens, du moment que je vais pas prendre en charge l'absentéisme des salariés, bah, ils vont être moins absents. Par contre, quand ils vont être absents, on sera peut-être plus proche du suicide, tu vois, que de la prévention pseudo-secondaire, où on peut imaginer qu'ils retournent dans l'entreprise et que ça va mieux. Alors, on a tiré sur la corde, à un moment donné, ça va vraiment plus du tout. Il y a qu'à voir ce qui se passe en Asie, où on commence, nous, à se déployer, je pense au Japon notamment. Donc les gens sont pas absents, mais quand ils sont absents, c'est que ça va vraiment pas bien. Est-ce qu'on a envie de ça? Je sais pas. Et tu prends des mesures de santé publique, je pense aux réseaux sociaux, etc. Eh ben, en tant que gouvernement, on devrait se dire, est-ce qu'on est permissif sur des mésusages d'une technologie dont on sait pertinemment que l'effet de santé va être probablement bien plus catastrophique que le tabac, et on reste permissif, parce que ça arrange tout le monde, économiquement. Ben, on devrait se dire qu'intrinsèquement, ce qui devrait se développer sur notre territoire, les usages, les consommations, devrait intégrer ces notions-là, parce que ce qui va se passer, c'est qu'une population française qui vit de moins en moins bien, c'est-à-dire dans son état psychique, santé mentale ou santé physique, est une population qui sera plus compétitive dans le monde de demain. Donc, au lieu de penser court-termiste et de se dire, tiens, sur des effets de régulation, sur des effets réglementaires, etc., je prends des décisions parce que j'ai pas le choix, on devrait, dans notre équation, intégrer une vision long terme pour se dire, finalement, si j'ai tel schéma dysfonctionnel au départ, je sais que la résultante, elle sera ça à 10 ans, à 20 ans, à 30 ans, et je sais que foncièrement, bah, je serai plus compétitif sur ce marché-là, où j'aurais bousillé la planète parce que j'aurais bousillé l'écologie. Que je bousille le capital de santé humain ou environnemental ou animal, en fait, tout ça il est intimement lié. Donc, il faut, je pense, dans cette révision de la prévention, repenser le concept pour pouvoir avoir quelque chose qui fonctionne et qui soit durable. C'est ça, c'est la notion de durabilité. Ça. Ok. Et du coup, comment est-ce que tu vois cette intégration dans une entreprise, du coup, puisque c'est un peu ce que vous faites avec Tricky? Mais complètement, en fait, je pense que déjà, c'est comprendre la douleur client, même si toi, ta mission, comme je disais, elle peut être dans un second temps, dans finalité, en cas de réussite d'un projet comme Tricky. Il faut comprendre l'intérêt court terme de l'entreprise. Et donc, nous, ce qu'on se dit, c'est répondons d'abord à l'enjeu court terme de l'entreprise pour pouvoir répondre à notre mission qui sera effectivement, elle, secondaire à ce succès-là, en réalité. Et l'enjeu court terme d'une entreprise, c'est la compétitivité, c'est la croissance. Maintenant, tu le sais très bien, plus de 60% des charges d'une entreprise, c'est les ressources humaines. Aujourd'hui, il n'y a pas de solution qui te permette de monitorer ça de façon précise, avec une précise profonde. Hein. J'entends avec des méthodes psychocomportementales sur comment les gens pensent, comment ils réfléchissent, qu'est-ce qu'ils impactent psychologiquement, comment ils se comportent collectivement, comment ils sont engagés. Et donc, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est positionner Tricky comme une solution nécessaire à l'exécution parfaite de l'accompagnement en ressources humaines, de la prise de décision. Voilà. Aujourd'hui, une boîte, elle va avoir un ERP, avoir un CRM pour sa relation client, avoir des logiciels socle. Okay. Bien, nous, on pense que notre solution est un logiciel socle pour faire en sorte que le capital humain de sa boîte, de son entreprise, soit préservé sur le long terme. Voilà. Et c'est comme ça qu'on se positionne avec nos clients pour être une solution clé de voûte dans ton offre de 10 solutions. Il y a Tricky.
si je veux avoir une notion de durabilité, d'impact social, de respect de la santé de mes collaborateurs. Et derrière, évidemment, je vais aller chercher de la motivation, de la performance, de l'engagement, qui sont les indicateurs de succès d'une boîte. Ok, je vois. En vrai, un sujet très intéressant et du coup, il y a plein de choses à faire dans ce domaine-là, a priori. Déjà, de remettre au centre la prévention, entre guillemets, pour du coup en faire une partie intégrante d'un projet et du management. Et du coup, il y a un autre sujet dont tu m'avais parlé qui est, je trouve, très intéressant, que tu as aussi un peu abordé, c'est l'aspect gamification dans le domaine de la santé et plus précisément de la santé mentale. Est-ce que tu peux un peu nous parler de ça? Ouais, mais c'était mon sujet de thèse, moi c'est un sujet que j'affectionne particulièrement. Le mot gamification, c'est d'emblée un mot un peu galvaudé. Par gamification, il faut comprendre le levier psychologique. Beaucoup de gens confondent que la gamification, c'est du serious gaming. Non, ça peut en faire partie évidemment, mais tu peux avoir de la gamification hors toute approche ludique. C'est comment tu utilises des ressorts psychologiques du jeu dans un contexte de non-jeu. Alors, qu'est-ce qu'un ressort psychologique? Un ressort psychologique, ça va être l'histoire que tu racontes. Tu vois, aujourd'hui, les entreprises à mission sont des entreprises qui vont raconter une belle histoire. Alors, ça reste une belle histoire quand on ne rentre pas dans dans ce schéma de dissonance cognitive, c'est-à-dire quand ce que tu vois de l'entreprise correspond à la mission qu'elle raconte. Sinon, c'est ce qu'on va appeler du greenwashing, tout ce genre de choses, etc. Donc, l'histoire que tu racontes va être éminemment puissante pour engager les foules. Il n'y a qu'à voir la religion. La religion, c'est quand même, en matière de gamification, un levier éminemment puissant, puisque pour l'histoire que je raconte, des gens sont prêts à tuer ou à mourir. Dans un champ d'extrémisme, j'entends. Mais c'est quand même assez hallucinant de voir que l'histoire a un impact psychologique éminemment important dans la psychologie humaine. Deuxième levier de gamification, pourtant c'était quelques-uns, l'empowerment, le fait de pouvoir devenir un meilleur homme. On voit bien, notamment dans la religion, que le développement personnel fait de toi un meilleur croyant. Et ça c'est éminemment important de comprendre que tu vas avoir des leviers psychologiques qui correspondent à des patterns psychologiques d'individus. C'est-à-dire que moi, mon pattern est différent du tien. Et c'est ce que je disais au départ, le joueur de poker va avoir des leviers psychologiques qu'on va appeler plutôt négatifs, c'est-à-dire rareté, punitif. Tu vas avoir des leviers psychologiques qui vont s'apparenter à des leviers qui peuvent rentrer dans des schémas aussi addictifs, qu'on voit sur ces jeux-là. Et tu vas avoir aussi des leviers cognitifs de l'ordre du social. Un réseau social exploite énormément les leviers psychologiques sociaux. Un schéma de gamification absolument performant est un schéma psychologique qui va aller chercher tous les patterns psychologiques. Donc on va aller exploiter tout un tas de dimensions de leviers qui fait que quel que soit ton schéma à toi, Arnaud, dans cet environnement-là, ça va cranter. Et tu vas adorer le concept. Et donc, quand tu regardes les usages sur Internet de ce qui fonctionne le mieux, derrière, tu peux passer au crible un petit peu la solution. Et tu vas aller regarder comment elle exploite l'ensemble de ces leviers psychologiques. Et souvent, ce qui fonctionne mieux exploite l'ensemble des leviers psychologiques. Et ça, c'est éminemment puissant quand tu le maîtrises, quand tu le comprends, parce que, et c'est l'objet de cette thèse-là en 2017, c'est de montrer que Coca McDo maîtrise bien mieux ses leviers psychologiques que le médecin dans son cabinet tout seul, ou Santé publique France, ou que toute institution qui aujourd'hui souhaite faire de la prévention. La clé, elle est là. Elle est dans comprendre comment le cerveau fonctionne et comment je l'amène à cranter sur un changement de comportement. Toute la clé est là. Et plus la tech sera présente dans notre belle planète bleue, tant qu'elle le reste, plus le comportement sera le nerf de la guerre. Aujourd'hui, on modifie notre écosystème par nos comportements. Et tu prends tous les risques les plus importants de l'histoire, que ce soit l'environnement, la cybersécurité, la santé, tout. Plus de 50% de l'apparition de ces risques-là sont liés au comportement humain. Donc, je vois. Parce que du coup, derrière, il y a des leviers qui sont actionnables. Parce que du coup, si je comprends bien ce que tu me dis globalement, c'est que en tant qu'humain, on a tous des besoins et des choses auxquelles on est réceptif. La gamification, ça consiste à donner des moyens simples de répondre à ces besoins. Et du coup, donc les réseaux sociaux utilisent par exemple le fait le nombre d'amis ou choses comme ça qui trigger notre envie d'appartenance à une tribu de manière du coup plus simple. Et ce serait vers ça qu'il faudrait emmener les débats importants comme l'environnement et
la cyber ou les autres choses comme ça, c'est donner des moyens simples de montrer qu'on avance sur ces sujets pour trigger nos besoins. En fait, si tu veux, le monde est une guerre psychologique qui utilise des leviers psychologiques pour t'amener au comportement qui sert l'intérêt de chacun. D'accord? Si moi je te vends du pétrole, mon intérêt psychologique, c'est que tu consommes du pétrole. Ok. Donc ta représentation du pétrole doit être meilleure que consommer une autre ressource énergétique. En santé, c'est la même chose. Si moi, mon trigger à moi, tu vois, en te vendant du coca, du McDo, c'est que tu manges du coca et du McDo, je dois t'amener par mes mécaniques marketing à te faire préférer McDo à manger un plat healthy que tu auras cuisiné chez toi sans aliments transformés. Donc, le jeu est a priori à armes égales. Simplement, une partie des entreprises ont bien compris ces armes et ont développé des armes nucléaires, et les autres se battent avec l'épée et le sabre. Donc le combat, si tu veux, n'est pas à force égale, parce que la capacité de Cranté de monter en compétence sur ces sujets a littéralement changé. Et donc, le point, c'est que, vu qu'on joue à armes qui, a priori, sont égales, mais euh, l'un a développé énormément de connaissances très empiriques, voire avec des modèles pour comprendre comment le cerveau humain fonctionne, et l'autre, bah, on est resté à l'âge de pierre. Aujourd'hui, le jeu est complètement, je dirais, favorable à ceux qui ont développé toute cette connaissance et cette technologie. Et donc, la gamification est probablement un des leviers qui permet de comprendre la psychologie humaine et qui répond à ce qu'on va appeler les biais cognitifs. Et si tu veux, aujourd'hui, notre cerveau, il est un peu paresseux et à 80%, il prend des décisions qui sont normées par rapport à notre façon de réfléchir, notre expérience de vie, nos croyances, etc. Mais une fois que tu as un pattern qui est basé sur tes biais cognitifs, c'est-à-dire une façon de penser très très rapide, et que derrière, tu vas avoir un comportement qui est automatique, qui est réflexe, pour casser ces biais cognitifs-là et aller cranter sur soit d'autres biais cognitifs, soit une autre représentation de ton environnement, c'est éminemment compliqué. Tu vois, c'est un peu pourquoi on dit le leader take all dans une entreprise. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu as une adoration pour une marque. Pour que les mecs partent de iPhone pour qu'ils aillent ailleurs, c'est super compliqué parce que tu as les usages, tu as tout ce que tu veux. Donc tu as tout un schéma un peu réflexe. Et la gamification est hyper intéressante, si tu t'en sers bien, pour pouvoir casser ces biais cognitifs-là. Parce que tu vas prendre un environnement a priori nocif, que tu vas définir comme nocif, par exemple manger de la junk food, ok, ou utiliser les réseaux sociaux, ce que tu veux. Tu vas amener ton groupe d'individus dans un environnement, une expérience, ça peut être une plateforme, ça peut être un escape game comme on faisait il y a X temps, ou un protocole, ou ce que tu veux. Il y a plein de boîtes qui ont plein de leviers. Et tu vas l'amener à conscientiser. La conscientisation, c'est le fait de comprendre et de faire comprendre à ton individu que ce qu'il croyait jusqu'alors comme positif pour sa santé, ou pour son développement d'émotions positives, de la joie, hein, c'est-à-dire, tiens, si tu manges si tu bois coca, tu manges McDo, tu vas avoir de la joie, eh bien, je suis en train de t'expliquer que tu vis dans une dissonance cognitive et que ça va nuire à ta santé. Jusqu'alors, il ne le remettait pas en question, parce que notre cerveau déteste ça. Il déteste les injonctions paradoxales, c'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas se dire oh là, je sais que je mange ça, mais je vais mourir vachement tôt. Tu vois, non, tu vas te raconter une histoire. Oui, c'est le dernier McDo, ou une cigarette de plus, une cigarette de moins. Je connais des gens qui sont pas morts de ça, etc. Donc, on va se raconter des petites histoires. La gamification, c'est un outil ultra puissant pour casser cette dissonance cognitive et d'amener à ce qu'on va appeler une prise de conscience. Et à ce moment-là de vulnérabilité, ton cerveau passe de effectivement, ça serait peut-être bien que j'arrête le tabac, ou que j'arrête de manger ça, ou que je me mette à faire du sport, etc. Et donc ça sert à ça la gamification. Mais la gamification, on l'a dans toute notre vie. Et c'est pour ça que la vie est une forme de jeu, si je puis dire. Et quand tu as le décès d'un proche, où tu vas avoir un phénomène de deuil de perte, hein, qui est un levier psychologique, eh bien, tu vas te dire, tiens, cette personne est décédée de ça, ça m'a impacté émotionnellement, je vais peut-être changer mon pattern émotionnel sur la consommation de tabac et je vais mettre du dégoût parce qu'on m'a volé quelqu'un de cher, ou je suis en colère, tu vois. Et c'est là où un moment émotionnel va se passer dans la tête, un changement, un shift émotionnel, ce qui fait qu'on va avoir un comportement qui va être différent. Et la gamification, c'est ça. Et les entreprises qui l'utilisent génèrent des émotions de joie sur quelque chose a priori qui n'est pas forcément positif ou qui va te coûter de l'argent, qui va te coûter une forme de sacrifice, quel qu'il soit, pour te faire croire qu'ils te vendent mieux en réalité. Et nous, en santé, c'est tout l'écueil qu'on a, c'est qu'on n'a pas compris ça il y a longtemps et qu'on est parti sur un principe qui est simple, c'est que si tu prends soin de la santé d'autrui, a priori, c'est positif. Sauf que le cerveau ne fonctionne pas comme ça. Et c'est ça, quand je dis changer le monde de la prévention, c'est comprendre aussi comment ça fonctionne, comment ça peut s'implémenter, etc.
Ok, ben merci beaucoup pour cette interview, c'était super intéressant. Malheureusement, il va falloir qu'on stoppe parce que le temps passe beaucoup trop vite. Merci beaucoup de tous ces témoignages, de tous ces concepts, c'est très intéressant, merci. Merci à toi, Arnaud. C'était un plaisir. C'est déjà la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Vous pouvez nous soutenir en mettant 5 étoiles sur le podcast et en nous proposant des idées d'invités en commentaire.